Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci sur le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Je pense que la promesse du chef de l'État, qui est une promesse réelle et qui relève de sa volonté, l'AMIBA étant poumon économique du Kassaï oriental, valait bien son pesant d'or. Mais relever l'AMIBA, il fallait faire un état des lieux. Un état des lieux, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'approprier cette fonction d'avocat de l'AMIBA, mais sans connaître ce qu'il faut à l'AMIBA prioritairement. Mais l'AMIBA, c'est l'espace d'abord que nous avons donné dans le temps depuis notre avènement à l'indépendance, à l'aube de l'indépendance, à la création de l'AMIBA en 1959. Si la Société Générale de Belgique avait amené tout et tout, mais l'État congolais n'avait qu'à donner que sa terre et l'espace et les mines qu'avait l'AMIBA. Donc, tout cet espace était sécurisé. Mais le pauvre Kassaïen, ne sachant pas que il fallait qu'il protège ce patrimoine, s'est évertué à s'attaquer d'abord par rapport à ce qui était à l'extérieur et même ce qui était à l'intérieur, à mettre à moule le matériel de l'AMIBA sans savoir que tout allait par terre. Et en 2008, quand on arrêtait l'AMIBA, quand la centrale de triage s'arrêtait, l'AMIBA n'était pas de bon jour encore. C'est dire qu'il fallait recommencer un peu au début. Ça, c'est sur le plan purement technique. Mais sur le plan financier et sur le plan politique, vous devez savoir que le chef de l'État a fait pratiquement 3 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais le grand problème, c'était le blocage avec la maladie Covid. Le deuxième problème, c'était cette union contre nature, FCC-CACH. Et maintenant, la 3e année, nous pouvons dire que nous sommes dans les bons présages avec le gouvernement Samuel Condé, le gouvernement actuel qui, nonobstant le temps que nous courons, a prévu quelque chose à doter à l'AMIBA. Mais doter à l'AMIBA, il faudra savoir faire l'évaluation et savoir qu'est-ce que nous avons. Parce que de 59, tel que je vous ai dit, l'AMIBA avait débuté avec 5900 travailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas au-delà de 2200 travailleurs. Nous avons pratiquement 2000. Cela pose un peu de problème. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui ont l'expertise. Donc, qui peuvent encadrer les jeunes qu'on pourra prendre pour le moment et les amener à rendre un bon travail. Donc, ce qu'il faudra faire l'expertise. Et par rapport à la dette sociale, ceux qui ont déjà leur pension et tout ça, et ce que les gens veulent, il faut que l'État arrive à doter l'AMIBA de moyens conséquents pour, tant soit peu, donner quelque chose à ceux qui sont déjà en pension, rémunérer ceux qui sont encore actifs, et puis savoir doter quelque chose au renouvellement de l'outil et surtout à la sécurisation du polygone pour que nous puissions nous dire que l'AMIBA puisse bien démarrer. Et dans tout ça, il faudra, dans ce matériel-là, je l'ai toujours répété, l'AMIBA ne peut pas fonctionner sans courant électrique à la base. Il faudrait que le problème de l'énergie électrique puisse être vu en amont. Parce que tout ce qui va fonctionner à l'AMIBA va fonctionner avec le courant électrique qui pourra aller même en dehors de la cité pour aider la régie des eaux et autres.
Mais l'Amiba, parce que vous parlez du courant, a déjà un site et une entreprise qui est en train d'exploiter le site, qui parfois reçoit certains financements, mais le problème persiste toujours. Pensez-vous qu'il lui faut un courant qu'elle gère elle-même, ou alors il faudrait que ce courant soit géré par d'autres structures? Je pense que la structure qui est à l'Amiba, elle est bonne. Il faudra seulement la renforcer. Mais, tel que je l'ai dit là, en avance, il faudrait un renouvellement de ce matériel qui est à l'Amiba. Parce que les gens, des fois, ont peur. Ils vous disent qu'il faut qu'on achète des van valves, qu'on achète par exemple des sections, qu'on fasse fabriquer ça à Lubumbashi et tout ça, avec 10 000, 20 000 dollars, 50 000 par exemple. Et si vous font un grand calcul, c'est 200 000 hein, pour aller faire quelque chose, maintenir la grosse machine qui est là, la L13 et la L12 dont on lutte toujours pour faire, la faire fonctionner. Mais le grand problème, c'est nous revenir toutes les machines, les turbines. Aujourd'hui, la commande de ces machines-là est plus qu'impérieuse, parce que c'est tout ce qu'il faut. À part peut-être le pont qu'on peut laisser à TFW, qui veut prendre une partie pour créer une centrale de l'autre côté là. Mais l'Amiba doit être doté de turbines neuves, comme on en avait pris ici, qu'on avait amené à Mobaïmbongo à l'époque de Papa Monkambakada Tanzamba, que M. Mobutu avait amené de l'autre côté. Mais si on peut nous ramener, parce que le courant électrique, nous l'avons toujours dit, il y a le niveau production, il y a le niveau transport et le niveau distribution. L'Amiba a déjà des endroits, parce que nous avons pratiquement endroits, le village 1, le village 2, Tchala 1, Tchala 2. Donc nous avons pratiquement 12 endroits où on peut mettre des turbines. Mais le transport, nous en avons déjà jusque vers Bouzala, ici et autre chose. Peut-être qu'en termes de distribution, même si le réseau est déjà vétuste, parce que ce que nous vivons là, c'est seulement un peu de bricolage et tout ça, on pourra renouveler ça au fur et à mesure. Mais les gens viennent aujourd'hui vous dire qu'on commence à zéro, qu'on a créé des centrales hydroélectriques à Tchibassa, qu'on attend de Katende, or que toutes ces étapes-là ne pourront pas être faites afin que l'Amiba puisse avoir directement le courant. Parce que si on a, par exemple, 4 turbines qui peuvent vous faire 15 à 16 MW, par exemple, le moins possible, parce que le protocole d'accord qui a été fait dans le temps était entre 25 et 30 MW. Si on peut avoir l'Amiba, pour que la centrale de l'Amiba puisse bien fonctionner et arriver à bon rendement, il faut au moins 8 MW à elle seule. Et si on doit ajouter 1 MW, 0.2 ou 0.5 pour la régie des eaux qui est en train d'être grossie aujourd'hui avec le projet PRIS, je me dis que le problème du Kasaï oriental sera résolu à moitié. Mais si on se dit nous devons attendre Katende, si on dit qu'on doit attendre Tchibassa, si on dit qu'on doit attendre Tubitubidi pour faire le transport et ramener le courant jusqu'à Mbujimaï, ça c'est un chapelet de bonnes intentions, ça prendra beaucoup de temps. Et par rapport au budget, pensez-vous que le montant qui peut être contenu dans le budget 2022 peut suffire pour pouvoir relancer l'Amiba, ou il faut toujours chercher des partenariats avec d'autres investisseurs? Je crois aujourd'hui, par rapport à la bonne volonté qu'a le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'autorité de référence, je pense que si les gens devaient suivre sa façon de voir les choses, il avait dit dans son discours, en attendant le gouvernement Ilunkamba, il avait dit bien clairement que il fallait bien que chacun, dans sa parcelle de responsabilité, puisse commencer à faire quelque chose avec le peu d'argent qu'il a. Aujourd'hui,
ce n'est pas parce que si vous allez en termes de finances et en termes de l'argent qu'il faut, la dotation qu'il faut, vous regardez aujourd'hui l'AMIBA, la dette sociale, c'est au-delà de 350 millions, donc aux alentours de 400 et quelques, ou même vers les 500 millions. Mais quel investisseur va venir aujourd'hui pour payer d'abord la dette sociale et mettre autant d'argent pour commencer à faire quelque chose? C'est nous dire qu'avec la bonne volonté que les uns et les autres peuvent avoir, le peu d'argent qu'on peut avoir dans cette année au budget national peut nous aider déjà à commencer quelque chose. Parce que ce que l'AMIBA a besoin, c'est plus qu'un fonds de roulement. Il y a du matériel à l'AMIBA qu'on avait acquis d'une mauvaise manière. Il y a peut-être un matériel qui est assez vétuste, que l'on connaît parce que c'est ces travailleurs expérimentés qui se retrouvent à l'AMIBA, qui peuvent faire quelque chose de très bon, qui peuvent monter quelque chose avec une production allant crescendo petit à petit, 1000 carats, 2000, 3000, 5000 par jour, 10 000, jusqu'à ce qu'on atteindra l'apogée, afin que l'AMIBA puisse se recommencer. Parce qu'aujourd'hui, c'est dire qu'il y aura un boom et que bien que tout sera remonté comme d'un coup d'une baguette magique. Je crois que ça, c'est un leurre. L'homme doit travailler, l'homme doit se découvrir devant l'obstacle. Ceux qui sont tout autour du chef de l'État, ceux qui vont rester à l'AMIBA, doivent savoir par qui, par où, surtout, ils doivent commencer parce que tout est prioritaire, je l'ai dit, tout est prioritaire, mais il faut savoir placer les choses en termes d'urgence et de priorité. Commencer par ce qui est urgent, et ce qui est urgent peut booster certaines priorités, et ça va aller de soi. Mais en promettant, lors de la campagne, est-ce que le chef de l'État n'avait pas bien maîtrisé la question de l'AMIBA, ce qui a ressemblé, selon certaines bouches, à des promesses? Un pater familias, quand il vient, il regarde, il voit par où l'entité vivait. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce que l'AMIBA est allée là où elle est allée, par mauvaise foi. Vous savez que, pas plus loin qu'à l'entrée de la FNEL, l'AMIBA a aidé la GECAMINE, avait aidé la GECAMINE à remonter la pente par ce qu'elle produisait, elle aussi. C'est dire que quand le chef est venu, dans les bonnes intentions, il a dit non, ça devait démarrer quelque part. Mais le chef est là, il n'est pas un magicien, il y a des techniciens dans le domaine. C'est pour cela qu'un chef, quand il est là, on lui commet de conseillers. On lui donne des ministres sectoriels qui s'occupent de telle ou telle autre chose. C'est là que le chef peut donner des interactions, poser la question de savoir quoi. Mais le grand problème aussi, c'est que l'information ne circule pas d'une bonne manière. Nos frères et nos sœurs qui sont aux arènes de pouvoir ou bien qui sont tout autour du chef ne lui donnent pas la bonne information. C'est pour cela que son impulsion peut aller dans le sens, dans le bon sens, ou bien dans le sens contraire, mais par rapport à l'information qui ne peut pas être bien traitée pour donner un bon tableau de bord qu'on doit suivre afin que la société puisse renaître de ses cendres. Et après son passage, est-ce qu'il y a espoir? Parce qu'il y a notamment le dossier SACIM, une commission était déjà à pied d'œuvre pour que l'AMIBA puisse rentrer dans ses droits. Oui, il y a bon espoir. Moi, je me dis, après le passage du chef, il a dû s'imprégner. Une séance de travail a été faite avec la haute direction et les ministres sectoriels qui l'accompagnaient. Je crois que dans cette réunion-là, les gens ont dû bien appréhender ce qu'il faut faire en premier lieu. Et le problème de l'assassin, j'ai dit non, ça c'est encore une société, la seule qui nous reste encore pour le moment, bien qu'elle doit être protégée par la population riveraine, ne pas piller, ne pas faire ceci et cela. Mais la SACIM a floué très longtemps le peuple kassaïen. Je suis au regret de le dire. Et aujourd'hui, même la feuille de route qui a été signée avec la population riveraine, ça c'est seulement de la poudre aux yeux. Il faudra que la SACIM suive ce qu'elle produit normalement. Autant de milliers de carats est vendu à tant de millions.
ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent laisser comme redevance ici et taxes pour que cette population puisse vivre et jouir du bien de son sous-sol. Donc je pense que la venue du chef de l'État a été pour beaucoup. Je crois que les gens peuvent changer le fusil d'épaule pour que ça puisse recommencer d'une autre manière. Il n'y a pas un autre secteur qui peut relancer l'économie du Kasaï oriental? Je crois que la diversification de l'économie, c'est une chose réelle. Nous le disons aujourd'hui sur le point de vue des ressources que nous avons. Ça, personne ne peut demander, par exemple, aujourd'hui, aux Arabes de ne plus exploiter le pétrole. Non, ils exploitent le pétrole, c'est un patrimoine dont Dieu les a dotés. Mais en dehors de cela, il faut que les gens arrivent à faire autre chose. Ici, nous disons que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Et l'agriculture ici est prioritaire. Parce que à l'AMIBA, jusque-là, l'AMIBA n'exploite que les diamants. Et la production et la commercialisation du diamant. Mais le Kasaï oriental regorge beaucoup de choses. Il y a le chrome, et le nickel, il y a le cobalt sur la route de Kabeya-Kamanga et Miabi et consorts. On a autant de minéraux que nous avons. Nous voulions dire à ce jour qu'aujourd'hui, que comme dans le temps, nous avons vécu avant l'indépendance, il n'y a dans aucune parcelle où tu ne pouvais trouver un papa avec un poulailler, avec un petit jardin, un potager, quelque part. Les gens doivent revenir, faire un effort pour revenir à ce qui assouvit d'abord aux besoins primaires de l'homme. Besoin primaire de l'homme, c'est manger à satiété, manger à sa faim. Parce que quand on se réveille le matin et qu'on peut entrer dans son jardin, avoir les feuilles de manioc, avoir un peu d'autres aliments et tout ça, et donner un peu de foufou, et on peut avoir des maïs, même parce qu'on arrivait même à les faire dans sa propre parcelle. C'est pour cela qu'on était appelé grenier. Donc, par rapport à cela, en attendant la mécanisation. La mécanisation, les gens pensent aux tracteurs et autres. Mais nous, avec des coopératives d'épargne que nous avions ce que nous avons appelé chez nous Tchovo, ou quelqu'un qui se réveillait le matin avec un petit rien, il pouvait préparer le foufou, il pouvait donner à 20, 30 personnes qui lui fassent par exemple dans 2 jours 1 hectare de maïs par exemple. Donc on doit encourager cette sorte de coopérative privée que les gens devaient avoir afin que nous puissions aller à la mécanisation de notre agriculture. Je félicite le gouvernement, Samadou Kondé et le ministre de la Recherche scientifique qui a pensé, on avait ici INERA seulement, Gandajika, mais on parle aujourd'hui de l'INERA Katanda qui va venir, l'INERA Kalenda Kachila et puis l'INERA Kabeya Kamanga. À ce moment-là, ces structures-là, bien dotées de moyens qu'il faut, peuvent aider nos populations autochtones à rentrer à l'agriculture, parce que c'est ça qui est primordial avant que nous puissions penser à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses, à faire dans la diversification de notre économie. Honorable, on passe à autre chose. Dernièrement, vous aviez interpellé le gouverneur Aïe ou Madame le gouverneur ad intérim de la province par rapport au programme présidentiel accéléré de lutte contre les inégalités et la pauvreté, consistant à construire notamment les infrastructures scolaires et sanitaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé de louche en principe dans la réalisation de ce programme? Je pense qu'il est là, si je dois prendre seulement le côté que nous sommes députés. Il est écrit dans la loi, notre loi, la loi congolaise, qu'il y a des responsabilités du gouvernement central. Le gouvernement du gouvernement provincial et puis des responsabilités concurrentes.
C'est à partir de l'article 202 de notre Constitution. Ce qui est clair. Et nous voulons dire que l'UDPS, mon parti, par exemple, moi, je suis sorti sur la liste de l'UDPS. Nous avons lutté pour un état de droit. Il est dit que nous avons combattu pour le respect des textes et des principes. Et si on doit venir faire un investissement dans une province, la loi nous demande que les représentants de la population puissent être informés en premier lieu. Mais dans ce programme qui est venu, très bon programme du chef de l'État, nous n'avons appris quelque chose que par une lettre qui a été adressée à Madame gouverneur de province. Et c'est par là que nous nous sommes mis debout pour avoir l'information. Et pendant ce temps, je voudrais bien dire et marteler sur les là. Le bien reste bien, même s'il est fait par un diable. Et le mal, c'est un mal, même s'il est fait par un saint. Le travail des conseillers du chef de l'État, ce n'est pas un travail de suivi de l'exécutif. Non. C'est un travail de traiter, de faire les études, de rendre compte au chef de l'État par rapport aux préoccupations générales de tous les pays que le chef doit avoir. Nous avons appris, quand nous avons posé la question, que ce programme-là n'appartenait qu'au conseiller du chef de l'État et à la présidence. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que les ministres sectoriels, les ministres de ce secteur-là, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose? Parce que nous avons ici trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans le pouvoir exécutif, il y a le chef de l'État, donc le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le moment, pour le cas de figure. Et puis il y a le gouvernement. Le gouvernement, il y a un chef de gouvernement qui est responsable de cette politique-là devant l'Assemblée. Et on dit qu'en termes en province, ici, le représentant du chef de l'État, c'est le gouverneur de province qui doit répondre. Et quand on vient vers le gouverneur de province doit rendre compte, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, qui est l'émanation de notre Constitution, dit en son article 187 que tout ce qui doit se faire comme programme au niveau provincial doit avoir l'approbation de l'Assemblée provinciale ou même l'autorisation dans d'autres cas. Mais cela ne s'est pas fait. Nous venons ici, nous voyons des bâtisses en train de naître quelque part et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit non, le programme de 14 millions pour réguler les inégalités. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a étudié à Kalenda Modishi. Et en termes historiques et sociologiques, même après son mandat, devenu sénateur, les gens pourront nous poser la question: où avait étudié votre chef de l'État? Est-ce qu'on viendra leur dire que c'était quelque part ici? Est-ce que Kasaï Oriental n'a pas des espaces, d'autres espaces, pour qu'on puisse construire les écoles? Pourquoi détruire cette école-là? Et les matériaux, je vous dis aujourd'hui, nous avons parlé en termes d'évaluation de matériaux. Je vous dis qu'une tonne enlevée sur l'Institut Kalenda Modishi ne peut pas valoir ce que nous fabriquons ce jour. C'est pratiquement de l'acier pur. Il fallait bien qu'on arrange, pour nous, qu'on arrange cette école-là. Comme par exemple, la chapelle Sainte-Marie en France, qu'on est en train de renouveler, qu'on change, et puis qu'on crée un autre site pour construire une autre école. Ce qui est plus facile. Et si nous allons en termes éducatifs, en 2023, on ne posera pas la question à Antoine Félix: combien des immeubles en étage tu as construit pour l'éducation? Non. On lui posera la question: combien des écoles vous avez construit pour soutenir la gratuité? Mais nous, en tant qu'élus,
que nous voyons des gens vous dire non, parce que nous venons construire ici des écoles en étage. Non. Il n'est pas dit que celui qui sort dans une école en étage est plus que celui qui sort dans une école en termes de flat. Et nous nous sommes posé aussi la question de savoir. Ce n'est pas seulement dans des hôpitaux construits en étage où on peut bien soigner les gens, parce qu'ici au Kasaï oriental, même par rapport aux bâtiments qu'on va ramener, il n'y a pas de bâtisses aujourd'hui qu'on va élever qui vont dépasser par exemple l'hôpital de Dupomba avec ses pavillons. Parce que quand vous regardez l'hôpital de Dupomba, même en Europe où les gens vont, il n'y a pas plus que l'hôpital de Dupomba. Donc nous avons trouvé qu'il y avait Anguille sous roche, parce que même nos frères de FPI qui sont venus, il serait plausible pour eux de venir, même s'ils venaient de la présidence de la République, même s'ils étaient des envoyés du chef de l'État, d'associer les élus du peuple, ceux qui connaissent la réalité de notre province, afin qu'ils leur disent non, vous construisez une école à Kalendamou d'ici, il faudrait en construire l'autre vers PMKO. Parce qu'un enfant qui habite Don Bosco n'ira jamais à l'école à Kalendamou d'ici, même si c'est construit en étage. Alors à ce moment-là, quel discours aura le chef de l'État en 2023? Voilà. C'est là que le problème s'est posé, que nous n'avons pu interpeller la gouverneure de province pour qu'elle vienne nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Mais ce qu'elle a raconté et ce que nous avons vu sur le terrain, ce qui s'est passé sur le terrain, nous nous sommes dit que cela ne concordait pas. Nous avions dit faire du coq à l'âne, nous avons dit qu'on puisse instaurer une commission d'enquête pour confronter les deux, parce que nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas punir une personne. Les gens nous ont demandé de faire des recommandations. Or, une recommandation, c'est un conseil. La recommandation, on passe aux sanctions. Et avant de passer aux sanctions, il faudrait bien avoir jugé et avoir des raisons probantes pour punir une personne. C'est ce que nous avons fait. Je crois que de ce côté-là, nous ne pourrons pas être condamnés parce que la jurisprudence nous justifie. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, à qui appartient la faute? Où se trouve l'erreur dans le processus? L'erreur dans le processus, c'est le non-respect de principes établis. L'administration a l'échelonnement, la façon de suivre, de faire des choses. Vous ne pouvez pas être même dans votre propre maison. Vous êtes dans votre maison, vous avez une sentinelle, vous avez une bonne qui vous fait la cuisine. Mais quand vous trouvez la sentinelle en train de faire la cuisine, ou bien en train de vous nettoyer vos sous-vêtements, alors là, il y a un problème qui cloche. C'est pour cela que les présomptions, tout le monde est innocent, bien sûr, mais il faudrait une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, de l'IGF, et même une commission d'enquête de l'Assemblée provinciale, afin que tous puissent se justifier par rapport à ce projet et que nous sachions où est venu l'argent, par où c'est tombé, même en termes d'appel d'offres, de marché public. Je pense que ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de aventures parce que ces sociétés ne sont pas connues de nos frères et sœurs, même si elles ont été créées à l'emporte-pièce par des ministres et des gouverneurs et des conseillers. Donc, nous avons vu des gens venir de Kinshasa, venir faire même mélanger les graviers en Bujimaï. Au moment où nos électeurs à nous, qui nous ont élus et qui ont élu aussi le chef de l'État, que nous avons acquis à la cause du chef de l'État, sont en train de trimballer ici sans avoir un travail ou bien l'occupation à faire. Merci honorable, à moins qu'il y ait autre chose à ajouter. Nous n'avons rien à ajouter. Nous disons que nous soutenons le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire. Par rapport à sa vision, par rapport au projet de société
de l'UDPS qui dit le peuple d'abord, nous nous disons que tout ce qu'il fait, nous soutiendrons. Mais il faudra que tous ceux qui sont tout autour de lui puissent le faire dans la légalité et dans l'amour de cette province et dans la grande compassion. Avec cette volonté de mieux faire, nous arriverons au bon résultat. Merci. Merci. Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci sur le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.